Donc le thème en fait c'est pourquoi on vit des situations répétitives dans notre vie et aussi sortir du triangle dramatique de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Hein, on donnera des exemples ce soir parce que vous allez voir en fait que on joue systématiquement ces trois rôles. Donc, je me présente d'abord, hein, Elisabeth Michel, je vais sur mes 46 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants. J'ai eu un parcours assez atypique, mais je ne vais pas tout dérouler ce que je fais d'habitude, parce que sur mon site, vous pouvez retrouver tous les détails. Pour faire court, j'ai en fait des capacités depuis petite. C'est vrai que mes premiers souvenirs, c'était à l'âge de 4 ans, où en fait, je jouais avec mes grands-parents, mais qui étaient de l'autre côté, on jouait dans ma chambre. Donc, il y a des choses voilà, qui sont quand même assez complexes. Et puis, pour ceux qui ont regardé Harry Potter, je me suis choisi une famille de moldus. Donc, eh ben, c'était pas simple, on va dire, pour moi. Donc, pour ceux qui ne regardent pas Harry Potter, les moldus, c'est ceux qui ne sont pas sorciers. Donc, c'est les familles normales, en fait, dites normales entre guillemets. Donc, pour moi, ça n'a pas été si simple que ça. Ensuite, je voyais des auras, il y avait des couleurs qui bougeaient autour des gens, parce que quand on a 4 ans, quand on est petit, on n'a pas le vocabulaire des grands, en fait. Et pour moi, il n'y avait rien de scientifique, il n'y avait rien de mesurable, il y avait rien, on n'est pas dans ce monde-là quand on est enfant, heureusement. Et donc, il a fallu attendre mes 36 ans suite à une dépression. Ça m'a emmenée au Reiki. Je dirais qu'il m'a sauvé la vie. Et le Reiki m'a emmenée aux soins esséniens. J'ai eu la chance d'être formée en soins esséniens par Antoine Ashram et Angie Vaudan. Angie Vaudan qui était mariée à Daniel Meroy, en fait, hein, qui ont été les précurseurs, en tout cas, dans les sorties astrales et qui forment dans les soins esséniens. Il y en a peut-être qui les connaissent. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis, en tout cas, je dirais, en étant complètement décalée par rapport à mes capacités. Je suis, depuis 10 ans, on va dire, vraiment dans cette société, puisque enfin j'ai compris pourquoi j'étais là, j'y ai trouvé ma place. Aujourd'hui, ça a du sens et j'arrête de lutter contre quelque chose, quoi, puisque c'est vrai que jusqu'à 36 ans, en gros, c'était qu'est-ce que je fais là, quoi, hein. Je veux dire, pour moi, il n'y avait rien qui avait du sens, malgré que j'aime mon mari, mes enfants, etc. Mais on ne peut pas vivre qu'à travers eux, ils ne nous appartiennent pas, quoi. Je veux dire, ils grandissent, ils partent, et après, on fait quoi? Et en tout cas, j'avais pas de moteur, j'avais pas trouvé de moteur. Et c'est vrai que ça a été en tout cas des pratiques énergétiques grâce auxquelles, en tout cas, je peux dire aujourd'hui que je suis heureuse. Et puis en tout cas, j'espère pour vous, ce bonheur d'être sur Terre, en tout cas, j'espère que vous le trouverez aussi, avant que ce soit déjà fait. Voilà. Donc, si vous voulez, donc dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment dans la vision essénienne pour la plus grande partie. Après, il y a d'autres sources aussi. En tout cas, ce que je vous dirais, c'est que je ne vais pas édulcorer mon discours. Je préfère être cash, il y a des choses qui surprennent, mais je ne vais pas édulcorer par respect pour moi, mais aussi par respect pour vous. Ensuite, moi, je ne suis pas là pour convaincre. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Hein, ce qui compte surtout, c'est votre cœur et qu'ensuite vous faites selon lui, quoi. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui sont difficiles à assimiler, je dirais, quand on n'a pas l'habitude de certains discours, quoi. En tout cas, par rapport aux situations répétitives dans la vie, c'est vrai que nous, le principe de réincarnation, en tout cas pour moi, je le vois défiler. Je vois défiler les vies antérieures chez les personnes depuis petite, comme sur un écran de cinéma. Donc, c'est pas est-ce que ça existe ou pas, mais pour moi, je le vis. Donc, la question ne se pose plus. En tout cas, en lecture d'aura, en soins esséniens, ce qui se passe, c'est qu'on se rend vraiment compte que il y a forcément des choses que l'on n'a pas réglées et qui parfois sont en lien avec nos vies antérieures. Et il va y avoir vraiment des... Tant qu'on n'aura pas terminé de régler certaines choses, on va revenir. Et puis quand on en aura réglé, on va en choisir d'autres. Et en fait, on va expérimenter jusqu'à ce qu'on devienne des êtres réalisés, ce qu'on appelle des avatars. Et malheureusement pour nous, c'est pas la semaine prochaine. Hein, et puis c'est voilà, je pense qu'on aura tous besoin, je me mets dedans, hein, je veux dire, de beaucoup de vie, quoi, pour pouvoir arriver à cet état-là. Alors c'est vrai que on a plusieurs milliers de vies, en tout cas sur Terre. Je ne parlerai pas des autres planètes parce que ce serait trop complexe. On a commencé en tout cas à être sur Terre par être des minéraux, ensuite des végétaux, ensuite des animaux. Le dernier animal dans lequel vous vous êtes incarné, vous avez en fait gardé la forme du visage et le regard.
Et en fait, ensuite, donc on a basculé sur le plan humain. Après, on sait qu'il va y avoir le plan suprahumain. Et ce qu'il y a après le plan suprahumain, en tout cas de là où nous en sommes aujourd'hui en tant que terriens, nous ne savons pas encore aujourd'hui. Et donc c'est vrai que ces vies répétitives, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un contrat d'âme. Quand on va justement avant l'incarnation, en fait, en tant qu'âme, aller à la rencontre, non pas de nos parents incarnés, mais de l'âme de nos parents. Ce qui est complètement différent. Parce que j'ai encore jamais croisé, on va dire, dans les... Ça vient de plus en plus chez les nouvelles générations, mais j'ai jamais croisé personne qui m'a dit j'ai contacté l'âme de mon enfant et je sais que je vais être enceinte, par exemple, pour une femme dans 3 mois. Quoi. Hein, c'est vrai que ça, on n'a pas le souvenir. Mais il faut savoir qu'on est allé à la rencontre de nos parents et qu'on leur a demandé d'une s'ils nous acceptaient en tant qu'âme et de deux s'ils nous acceptaient en tant que fille ou garçon. Et que sans le oui des 3 âmes, la mère ne peut pas tomber enceinte. Ça, faut vraiment le comprendre. Donc imaginez ce que ça implique lorsque je n'ai pas été un enfant désiré. Lorsque je sais que je suis un homme, mais je sais que j'ai été attendue en tant que fille, soit par l'un des parents ou les deux, ou les femmes qui ont été attendues en tant que garçon. Donc là déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que c'est vraiment des choix d'incarnation. Et c'est aussi les drames que l'on va vivre dans notre vie. Tout a été décidé avant de s'incarner. Et c'est ça qui est le plus difficile, puisque si j'ai été battue, si j'ai été violée, si maman est morte à ma naissance, si j'ai perdu des êtres chers très tôt, quand il y a des maladies, quand il y a un handicap, etc., vous vous rendez compte quand même la portée de ce que ça implique. Et je trouve que pour nous, en tant qu'être humain, le plus difficile, c'est de prendre la responsabilité, en tout cas, de nos choix d'incarnation. Hein, je veux dire, moi qui ai été, si je suis thérapeute aujourd'hui, c'est que j'ai été battue et violée. Moi, les premiers livres que j'ai lus là-dessus, ça a été Lise Bourbeau, dans Écoute ton corps. Le livre, je l'ai jeté contre le mur en disant on arrête les conneries, quoi. Hein, je veux dire, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas recevable, puisque c'était en fait, comment dire, je pouvais pas me dire, vu que ça m'est arrivé de mes 6-7 ans jusqu'à mes 14 ans, et puis pour être battue jusqu'à ce que je parte de la maison, quoi. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était recevable. Donc c'est sûr qu'au démarrage, c'est pour ça que je vous dis, laissez ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas, parce que voilà, il y a aussi un moment donné, parfois, selon un passé trop lourd, trop chargé, c'est déjà compliqué, je veux dire déjà d'accepter ce qui s'est passé. Mais en fait, il va y avoir aussi toute la naissance qui va être ce qu'ont vécu les parents lors de notre naissance, qui va aussi influer notre vie. S'il y a eu des déménagements, s'il y a eu des guerres, il y a eu des générations. Hein, je veux dire, mon père était en Algérie quand ça s'est passé, etc. Ou je veux dire, il y en a qui... Je veux dire, il y a beaucoup de choses, un déménagement qui peuvent fragiliser. Une maman qui, pendant qu'elle est enceinte, a un deuil dans sa famille, ça peut aussi fragiliser la naissance. Souvent, d'ailleurs, quand il y a un deuil, ou alors dans les premiers mois de vie du bébé, hein, je veux dire, si un des parents est endeuillé, c'est vrai qu'il y aura déjà les personnes qui vont avoir une profonde tristesse depuis la naissance. Mais quand je vous ai donné l'exemple de tout à l'heure, si je n'ai pas été désirée, ou si j'aurais dû être un garçon ou une fille, hein, que je ne suis pas née dans le sexe désiré, déjà, cet être qui s'incarne, en fait, alors là, pour le coup, c'est de manière consciente, quand on est dans le ventre de notre mère, on va penser que moi, simplement le fait de naître, je suis une erreur. Et que lorsque je vais naître, en fait, je vais tout offrir à mes êtres chers. Pourquoi? Pour me faire aimer. Mais quitte à m'oublier. J'arriverai pas à prendre ma place. Je vais avoir de la difficulté à dire non. Hein, même si on me traite comme une serpillière, en fait, je n'arriverai pas à... Même si je vais pester avec mes collègues, avec mes amis, en tout cas, face à la personne, je suis complètement démunie. Et je suis dans l'incapacité de me défendre, parce que ça veut dire que si je me défends, ça créera un conflit. Et que si un conflit, je risque trop gros, c'est comme si je ne serais plus aimable. Et ça, c'est impossible. Donc je préférerais râler, on n'est pas là pour juger, hein, je veux dire, c'est complètement difficile, c'est trop difficile. Mais je veux dire, je préfère pester vis-à-vis de mes proches plutôt que d'affronter la personne. Hein, parce que ça voudrait dire que là, il faudra que je me positionne. Et si je me positionne, ça veut dire que j'existe. Et moi, ce que je sais de manière inconsciente, c'est que je n'ai pas le droit d'exister. Donc je ne peux pas y aller. Ça ne marche pas, je ne peux pas y aller. Et souvent, parfois, même dans le couple, il peut y avoir des
vous savez, les fameux beaux-parents, quoi. Quand la mère de mon mari, le père de ma femme a osé dire que, et puis ben, la fille ou le fils qui est mon mari ou ma femme, mais je comprends pas, ils se sont comportés, ils ont été odieux avec moi, et il ou elle n'a rien dit. Mais comment ça, il a osé, il s'est même pas positionné, quoi. Si l'enfant n'a pas été désiré ou pas né dans le sexe désiré, il pourra jamais. Sauf s'il fait un travail sur lui ou sur elle, quoi. Vous voyez, hein, et en plus, ça recrée en plus une autre culpabilité pour cet être, qui va en plus s'en vouloir de ne pas avoir agi, qui du coup a en plus la colère de l'autre. Hein, vous voyez qu'il y a en fait tout un engrenage qui se met en place à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de comprendre nos histoires de vie. Hein, c'est en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et la manière dont va se passer l'accouchement aussi va déterminer énormément de choses. Vous voyez, les personnes qui vont naître avec un cordon autour du cou, c'est un suicide raté. Hein, et que pour eux, l'incarnation sur Terre, c'est même pas pensable, quoi. Disons que l'être, quand il était dans les mondes de l'âme, il n'y a pas de souffrance. En fait, on ne ressent pas la souffrance de l'autre côté. On n'est pas dans l'intensité, donc tout ce qui est négatif, les sentiments négatifs, les émotions négatives, la densité, on ne vit que du beau de l'autre côté. Il n'y a pas d'espace-temps non plus. Donc je dirais qu'on fait des choix, mais il faut vraiment comprendre que quand on est dans les mondes de l'âme, en fait, le temps d'une incarnation est le temps d'un battement de cils. Donc quelque part, on se dit, ben, allez, je vais me mettre des charges, je vais me mettre ça, je vais me mettre ça, je vais mettre ça, puis de toute façon, ça va super bien se passer, puis je vais dépasser, etc. Il n'y a que le positif, quoi. Et peut-être que quand je vais commencer à m'incarner dans le ventre de ma mère, puisque l'âme fait des allers-retours, elle ne reste pas 9 mois à partir du moment de la conception, l'être ne va pas rester tout le temps dans le ventre de sa mère. Si le papa parle de moi au travail, l'âme, elle va être au-dessus de sa tête à ce moment-là. Vous voyez que ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Et parfois, je peux me dire, non, mais là, j'ai vraiment chargé la mule, quoi. C'est pas possible. Je m'en suis vraiment trop mis, parce que là, l'être, il va commencer à ressentir les événements négatifs, et puis il y a la peur, et est-ce que je vais arriver à tout dépasser, puis il y a les attentes de mes parents, etc., etc. Donc là, ça devient trop dur, et peut-être que l'âme va finir par décéder, l'activité cardiaque va s'arrêter, puis ils se disent, bon, voilà, je vais changer le contrat, hein. Donc je remonte, je rechange le contrat, et je redescendrai. Et que souvent, une fausse couche, je dirais, un bébé où l'activité cardiaque s'arrête, les morts subites du nourrisson, ça veut dire qu'on va rechanger le contrat. Mais que forcément l'enfant va renaître après. Voyez, hein, donc après, c'est selon aussi les mois de naissance. Par exemple, si je ne sais pas, la fausse couche, en tout cas l'activité cardiaque s'est arrêtée au mois de mars, et que la mère va avoir par exemple 3 enfants après, s'il y en a un qui sera né au mois de mars, ce sera la même âme. Si par contre il n'y a pas une seule naissance qui correspond au mois de la fausse couche, à ce moment-là, ce sera le premier né après cette fausse couche qui sera cette âme. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est bon. Donc voilà, il y a tout un comment dire, un contrat qui va se passer à l'avance, mais c'est vraiment comprendre que nous avons fait ces choix-là. Et que, qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est que par exemple, je ne sais pas moi, la mère va accoucher, mais il y a des circonstances qui font qu'elle ne peut pas mettre au monde, quoi. Il faut qu'elle attende parce qu'elle est dans un transport, parce qu'il y a des circonstances qu'il faut que, je ne sais pas, le gynécologue n'est pas là, etc. Puis que l'enfant qui reste bloqué, quoi. Et puis après il peut naître, ça veut dire aussi qu'il va souvent être en fait face à des situations où il va, normalement où il aurait pu passer à l'action, mais il va se sentir freiné, il va se sentir bloqué. Vous voyez qu'il y a des choses aussi qui sont en lien avec l'accouchement, avec la naissance, qui vont être... comment dire, votre naissance, vous l'aurez choisi. La manière dont va se passer la naissance, en fait, que ce soit une naissance d'urgence, prématurée. Par exemple, les prémas, ils sont très impatients. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle. Hein, extrêmement impatients. Les post-matures sont toujours en retard. C'est ceux qui ont des naissances, en fait, en lien avec le temps. Il peut y avoir aussi les naissances faciles. Est-ce qu'il y en a à qui on a dit, oh ben toi ça a été comme une lettre à la poste? Est-ce qu'il y en a qui ont eu ce genre de naissance? Parce que l'enfant va se dire, oh ben là c'est trop facile, c'est pas possible, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me compliquer la vie. Parce que ce soit si simple, c'est pas la terre, quoi.
Donc je vais me mettre plein d'embûches. Je vois qu'il y en a une qui sourit là. Non, non, c'est bon. Non, c'était tout l'inverse, c'était très compliqué. C'était très compliqué, d'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des thématiques de naissance, vous voyez, qui vont être spécifiques. Et qu'après, derrière, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que jusqu'à l'âge de 7 ans, tout ce que l'on va vivre, en tout cas à l'intérieur de sa famille, un enfant, pour lui, ce qui se passe chez lui, pense déjà que chez tout le monde, c'est pareil. C'est quand il va grandir qu'il va se rendre compte des différences. Et qu'ensuite, c'est que s'il se passe ça, chez moi, c'est que la vie, c'est ça. Et donc, il va cristalliser ça. Nous, c'est ce qu'on appelle, en enseignant, une forme pensée. C'est-à-dire que c'est une croyance qui va être forcément négative. Donc, il y a déjà ça, imaginez pour un enfant qui n'a pas été désiré, les exemples que je vous ai donnés, il y aura déjà la première forme pensée, simplement le fait de naître, je suis une erreur. Et puis après, il y a tout ce que ça va générer aussi. Ça peut être aussi des exemples comme... ah bah de toute façon dans notre famille on n'a pas de chance, et donc l'enfant il va se prendre ça comme une chape de plomb, et donc bah, chez nous c'est la marque de fabrique quoi, c'est on n'a pas de chance, et de toute façon il va commencer à répéter tout ça quoi. Moi je vois j'ai une comment dire, on peut avoir aussi des personnes qui vont vous dire je viens d'une famille d'ouvriers et moi mon père je l'ai toujours entendu dire de toute façon les patrons ils se font du fric sur notre dos, faut tous les pendre. De toute façon, si tu es ouvrier, tu vas te faire avoir, tu vas trimer, tu vas rien avoir comme argent, etc., etc. Et là, souvent, ça va se cristalliser. Ça veut dire que si je suis ouvrier, je serai mal payé. Un patron, c'est forcément un pourri. Donc, en fin de compte, la personne, quand elle va se trouver un patron, elle va se trouver quoi? Un pourri qui ne payera pas. Et de toute manière, après, c'est toute une cristallisation, quoi. Parce que l'argent, par exemple, on prend en France, c'est un des très grands tabous. Et qu'il y a finalement ceux qui n'en ont pas qui critiquent ceux qui en ont. Pour autant, vous avez déjà payé vos factures avec un sourire? Ça ne marche pas. Donc, il y a la partie de nous qui, bah, si j'ai de l'argent, ça veut dire que je suis un pourri. Donc, en fait, j'en veux pas. Mais en même temps, si j'en ai pas, bah, je me fais des trous dans la tête. Enfin, je veux dire, on peut avoir des insomnies. Je veux dire, ça peut être l'enfer si j'ai pas de quoi payer mes factures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se refuse l'abondance pour pas être des pourris parce que je suis surtout pas un patron. Puis alors derrière, bah, quand j'en ai pas, c'est une horreur, quoi. Donc, alors, elle est où la solution? Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux dire, vraiment dans ma tête, de manière inconsciente, refuser toute abondance. Puisque moi, je viens de cette croyance-là. Et donc, du coup, eh ben, je vais être en lutte. Et de toute façon, notre vie est le reflet de nos pensées. Donc, si je pense de telle manière, vous êtes sûr que vous l'aurez. Si on peut entendre aussi, je ne sais pas, ma maman, ma grand-mère, ma tante, de toute façon, les hommes, c'est tous des salauds. Allez hop, on cristallise. Et en plus, il y a les exemples, puisqu'elles vont surligner les exemples qu'elles ont vécus, qui sont justes parce qu'elles les ont vécus. Mais pour elles, c'est des preuves. Si j'ai vécu ça, c'est bien la preuve qu'ils sont comme ça. Et donc plus tard, je veux dire, la fille, qu'est-ce qu'elle va se récupérer? Un salaud. Si on dit, par exemple, un papa qui va dire à son fils, de toute façon, les femmes, elles ne sont pas fidèles, c'est des vraies garces. Je veux dire, et puis elles sont autoritaires, elles monopolisent tout, etc. Pour le petit garçon, qu'est-ce qui va se passer quand il sera un homme? La même histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment sortir de tout ça, quoi. Je veux dire, c'est voir finalement, c'est d'arrêter de faire corps. Je dirais, nous, c'est ce qu'on appelle en psychologie, en tout cas, d'être fidèle à son clan. Et pour ce qui est du négatif. Et après, ça peut être aussi dans le cadre de maladies. Souvent, on peut avoir des personnes en soins. Ma grand-mère est morte d'un cancer du sein à 58 ans. Et ma mère est morte d'un cancer du sein à 58 ans. Et une femme qui s'écroule, qui a 57 ans. Je viens de me faire une mammographie. Et on a décelé une tumeur et je ne veux pas mourir. Vous voyez, c'est qu'à tel point, je vais être fidèle, quoi. Je veux dire, si ça s'est passé comme ça dans ma lignée, c'est que pour moi, ce sera comme ça. Et on peut aller très, 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 très loin. Et je dirais qu'en réaction, il y en a, par exemple, qui vont aussi peut-être dire, j'ai vécu de la maltraitance, mon père a été maltraité, mon grand-père a été maltraité, j'ai été maltraité dans mon enfance, j'ai été battue, et je ne veux pas être père, ou je ne veux pas être mère, parce que je ne veux pas infliger ça, en tout cas, à un enfant, quoi. On peut aussi s'empêcher de vivre par rapport à une croyance négative aussi, et par rapport à ce que l'on a vécu. Là, c'est pas qu'une croyance, c'est que je l'ai vécu dans ma chair. Et qu'il faut bien comprendre que vous êtes la somme, génétiquement parlant, de votre père et de votre mère. Dans votre personnalité, non.
Et je répète bien, dans votre personnalité. Parce qu'on a sûrement conduit à entendre, oh, bah, de toute façon, toi, t'as un mauvais caractère, oh, bah, t'es comme le grand-oncle, je ne sais pas quoi. Parce que forcément, si on dit à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de la famille, c'est rarement pour du positif. Hein. Je veux dire, on va toujours nous dire les pires traits de caractère, tu les tiens de un tel, de une telle, de etc. Mais je veux dire, stop, quoi. Je veux dire, déjà, on a vraiment à avoir comment dire, comprendre qu'en fin de compte, toutes les souffrances que l'on va avoir dans notre vie, elles sont liées à l'attachement. À nos êtres chers, à nos animaux de compagnie, à un lieu, à des croyances. Hein. Et puis, nous, forcément, on est attiré par quoi? On est vraiment attiré par la souffrance dans notre vie. On est modelé depuis des millénaires. Alors déjà, on a 2000 ans de judéo-chrétiens sur le dos. Qu'on soit croyant ou pas, hein, qu'on soit chrétien ou pas, de toute façon, porter sa croix. Hein. Et la vie, c'est dur, et il faut trimer pour y arriver. Mais qu'est-ce que tu crois, ça va tomber du ciel, et etc., etc. Et quand on commence à basculer dans le positif, quand on nous dit, mais enfin, si c'était aussi simple, ça se saurait. Qui vous l'a dit? Qui vous a appris à vous aimer? Qui vous a appris à vous faire confiance? Qui vous a appris à faire confiance aux autres? On ne l'apprend pas, hein. Je veux dire, c'est ça quoi. Par contre, avoir peur des autres, avoir des suspicions, et puis on va se faire voler, puis on va se faire cambrioler, puis alors dans quel monde on vit, puis alors nanana. Alors vous prenez les infos, vous prenez le premier quart d'heure, et alors là c'est complet quoi. En plus de ça, c'est que le soir, c'est là où il faut programmer tout le positif, ils le savent très très bien. Donc on va en plus aller regarder un petit film, un bon petit polar où il y a eu plein de sang, des meurtres, etc. Et puis on va aller se coucher là-dessus, et en plus j'ai pas de quoi payer mes factures, donc comme ça c'est complet. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est qu'il faut vraiment aujourd'hui se réveiller par rapport à tout un système de croyances. Et qu'après, c'est vraiment, s'il vous plaît, je demanderai juste un peu d'attention, merci. Ce qui se passe, c'est que quand je vais avoir une difficulté, si par exemple je vais prendre une difficulté au travail, je suis peut-être proche de la retraite et puis j'ai une chef qui est épouvantable au travail, qui est vraiment autoritaire, etc. Je vais avoir bientôt 60 ans. Quand je vais diviser l'âge en deux, quand j'aurai 30 ans, on va se rendre compte que que j'avais déjà un autre emploi, mais avec aussi une femme qui était très autoritaire. C'était peut-être pas ma chef, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Pour autant, j'étais amenée à être avec elle au travail, mais en tout cas, elle était extrêmement rigide et extrêmement autoritaire, quoi. Pour moi, j'ai vécu l'enfer. Et puis quand je vais rediviser l'âge à 15 ans, ah oui, en seconde, ma prof de lycée, mais c'était une horreur. Puis ma prof de maths, elle m'a complètement traumatisée, quoi. Et quand on va rediviser, l'institutrice en primaire, là, elle était très autoritaire. Et quand on va rediviser l'âge encore en deux, c'est maman. Et qu'en fait, toutes les personnes que vous avez eues, je dirais, le long de votre vie, n'étaient pas vos ennemis. C'était en fait des guides pour vous faire comprendre que t'as pas réglé avec ta mère. Donc ça prend d'autres visages. T'as pas réglé avec ta mère. Vous voyez, ça prend d'autres visages, ça prend d'autres formes. Toutes les situations négatives, en fait, que l'on va s'attirer, ce sont des guides qui nous font comprendre qu'on n'a pas réglé par rapport à une situation. Vous voyez que c'est complètement changé de regard, du coup, sur la situation. Et que tout ce qui nous énerve chez l'autre, tout ce qui nous agace chez l'autre, est quelque chose que l'on n'aura forcément pas réglé. C'est vraiment tout ça qu'il faut commencer à comprendre, je dirais. C'est vraiment à s'observer. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? C'est même plus oui, elle a dit ci, il a fait ça. C'est d'arriver à dire pourquoi ça provoque une réaction chez moi. Et si ça provoque une réaction, c'est en lien avec la colère. C'est en lien avec la non-acceptation. Donc si je réagis, ça veut dire que ce point-là n'est pas réglé. Que si j'agis, c'est pour moi. Si j'agis, ça veut dire que là, cette chose est réglée et que de toute façon, comment dire, sur ce thème-là, de toute manière, j'aurais pas de problème. Ça vous est peut-être déjà tous arrivé de voir un ami, une amie, une personne réagir pour telle chose, puis vous êtes à côté, non, ça me pose pas plus de problème que ça. Ça veut dire que sur ce thème-là, pour vous, c'est ok, quoi.
Et que la personne, ça viendra la chercher à l'intérieur d'elle, parce que ça, justement, elle ne l'aura pas réglé. Donc c'est pour ça qu'après, toutes les situations répétitives, en fait, ça va être lié à quoi? Ça va être lié à des blessures qui se seront forcément passées entre ma naissance et mes 7 ans pour cette vie-ci, par rapport à mes choix d'incarnation, mais qui peuvent être aussi en lien avec des vies antérieures. Alors on ne va pas tout mettre sur le dos du karma, parce que s'il y a des choses qu'on va régler dans une vie, on va en rechoisir d'autres, quoi. C'est pour ça que de dire systématiquement c'est karmique, il faut faire attention. Parce que si on a réglé, donc on va se choisir d'autres choses. Après, là où nous en sommes, nous, aujourd'hui, il y a forcément des choses qui nous restent de vie passée. Hein, on ne sait pas le nombre, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses qui datent, hein, de toute façon pour nous. Moi, je vois en lecture d'aura, on arrive à le voir assez vite, quoi. Hein, je donne un exemple souvent, c'est que, bon, on croise beaucoup en soins de personnes qui sont aujourd'hui dans l'énergétique, hein, réflexologie plantaire, enfin Reiki, etc. Enfin, peu importe le domaine. Et souvent, c'est des personnes qui vont nous dire, mais j'ai tout. J'ai fait les formations, je suis sûre que quand je la pratique, en tout cas, j'essaie d'être au plus juste. Je ne suis pas le meilleur ou la meilleure, mais je sens que c'est OK, je pourrais pratiquer. Mais il y a quelque chose en moi qui n'y va pas, qui a peur, je piétine. Quand je sens que j'ai des opportunités, je pourrais y aller, je vais m'attirer des situations où je vais me désister, etc. Et quand on va faire peut-être une lecture d'aura, peut-être que cette personne qui était sourcier ou sourcière a été brûlée au bûcher, par exemple. Et donc la forme pensée qu'on va avoir à ce moment-là, c'est si je me révèle à moi-même et au monde, je finis par en mourir. Et donc elle s'en souvient plus dans cette vie-ci. Mais là maintenant où il faut y aller, moi peur. Hein, ça c'est mes mémoires cellulaires qui se réveillent, et là je n'y vais plus. Hein, alors que du coup, la personne ne comprend pas, se dit, pourtant si j'ai fait de la formation, c'était bien que je voulais y aller, quoi. Je veux dire, et c'est ça, je dirais, derrière comment dire, à lâcher, je dirais, petit à petit, avoir de plus en plus de compréhension sur notre histoire. Et que de toute façon, ça vient forcément de notre famille, de notre lignée, de ce que l'on aura choisi. Et que les situations répétitives, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça veut simplement dire, en fait, que je n'ai pas fini de régler ce que j'avais à régler. Donc ça peut être dans le cadre du travail, je ne comprends pas, ça fait 3 fois que je démissionne, je reprends un travail. Là, je ne voulais surtout pas de chef autoritaire et il n'y en avait pas. Et du coup, il y a eu un changement de poste qui fait que celui qui était super sympa, il vient de partir. Il y en a une qui revient à la place et je me demande, c'est quoi la chef autoritaire? Alors, quand j'ai accepté ce poste, il n'y avait pas cette personne. Donc, on dit, c'est pas possible, c'est de l'acharnement, quoi. Mais ça veut encore dire, règle ce que tu as réglé. C'était forcément, de toute manière, tout ce que vous vivez de manière répétitive, c'est forcément des choses que vous devez régler ou que vous devez comprendre en prenant votre propre responsabilité. Et donc après, on a donc ce fameux triangle dramatique qui va venir, je dirais, remettre encore des grains de sel, je dirais. Donc il y en a peut-être, je ne sais pas qui le connaissent ici, mais c'est victime, bourreau et sauveur. Et on est souvent pris dans ce cadre-là. Alors moi qui suis maman, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans mon discours quand on a des petits et qui même quand ils grandissent, et même ensuite quand ils sont aux joies dans l'adolescence, parce que maintenant nous avons la préadolescence, l'adolescence et l'adolescence qui peut durer jusqu'à 30-35 ans, voilà, faut le savoir, youpi. Mais tu n'as encore pas rangé ta chambre, c'est toujours la même histoire, c'est encore à moi de le faire. Jamais tu ne m'écoutes. Donc les encore, toujours, jamais dans les discours. Je suis quoi? Victime, bourreau, sauveur. Je suis quoi? Non, je suis victime. Oui, non, il a encore pas rangé sa chambre alors ça fait 20 fois que je lui ai demandé. Je suis victime de mon enfant. Si on se met à la place de l'enfant, nous on est quoi? On est toujours la victime? Bon, on est le bourreau. Et puis le papa qui arrive, mais c'est pas grave, je vais le faire. Eh ben non, il va pas le faire parce que c'est à lui de le faire. Mais le papa qui dit, mais laisse tomber, je vais le faire. Et puis la mère qui s'énerve. Le papa, c'est quoi pour le fils ou la fille? C'est le sauveur. Vous voyez, Et puis la mère qui s'énerve encore plus parce que lui, il n'a rien compris, parce que je lui demande de me soutenir alors qu'il dit l'inverse de ce que je lui dis.
Donc le mari ou le compagnon pour la femme, c'est qui? Là, c'est son bourreau. Mais lui, il n'écoute même pas ce que je dis. Je lui dis bon sang de me soutenir et il ne me soutient pas. Hein, et si on inverse les rôles, alors c'est pareil, hein, je dis le mari, mais les rôles peuvent être inversés. Hein. Mais je veux dire, comment dire, je dirais que pour le compagnon, c'est pareil, sa femme, elle est toujours le bourreau, quoi. Et puis il essaye de sauver ce qu'il peut, quoi, hein, je dirais. Donc c'est toujours des rôles comme ça qui sont je dirais, on les joue tout le temps, de toute manière. C'est vraiment ça. Et je vais encore vous redonner un exemple ensuite en vous donnant des clés, en tout cas pour cet exemple-là, de ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. Vous imaginez qu'on est dans une maternité, c'est dimanche. Le gynécologue, en fait, s'est fait houspiller par sa femme parce que ça fait X dimanche qu'il n'a pas pris. Et là, il y a une fête de famille. Et là, pour elle, c'est un ultimatum. Là, t'as pas le choix, tu es là. Fin. Et donc, ce jour-là, changement de lune. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont que 2 sages-femmes. Et il y a 1000 femmes qui veulent accoucher ce jour-là. Donc, vous imaginez qu'on est en fin de journée et qu'une femme prête à accoucher ressonne à la porte de la maternité. Donc là, vous imaginez la sage-femme qui ouvre la porte et envoie encore une. À refaire la porte. La sage-femme, c'est quoi dans le rôle victime, bourreau, sauveur? Ouais. La victime. Le bourreau, c'est qui? La femme qui va accoucher. La femme qui va accoucher, son sauveur. Le gynéco. Voilà. Donc maintenant, vous imaginez le coup de fil de la sage-femme. On change de rôle. Le gynéco. La sage-femme qui appelle. Il y a encore une femme qui vient d'accoucher, on n'est que 2. Donc le gynéco, c'est quoi? La victime. La femme qui vient d'accoucher, pour lui, c'est quoi? C'est le bourreau. Et le sauveur, c'est qui? C'est la sage-femme. Okay. Là, on se place du côté de la femme qui accouche quand même. Hein, qui apprend que le gynécologue n'est pas là, qu'elles sont que 2 et qu'elles sont pleins à accoucher. Le gynécologue n'est pas là. Donc le gynécologue, c'est quoi? C'est le bourreau. Et elle, c'est quoi? La victime. Et le sauveur? C'est la sage-femme. Vous voyez qu'on est dans un même scénario. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça tout le temps. Hein? Donc vous voyez, pour sortir de ce scénario-là, ce serait gynécologue, on pourrait partir de plein de points de vue différents. Hein. C'est-à-dire le gynécologue qui dirait, bon écoutez, de toute façon, il y a telle personne que vous pouvez appeler, qui est de garde, ce gynécologue-là, il m'avait dit que, voilà, il va trouver une solution pour sortir du triangle. La sage-femme aussi, elle peut très bien se dire, bon bah ok, j'ai ce numéro de téléphone, mais je vais voir quand même si je peux pas gérer. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans la peur et d'être victime, on va essayer de gérer. Dans le pire des cas, si on ne peut pas, j'ai encore un numéro de téléphone, je peux appeler quelqu'un. Et pour la femme qui va accoucher, de se dire, eh ben, même si ce scénario-là est franchement pas idéal pour moi, j'ai confiance et de toute façon, ça se passera mieux. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, sortir de ça, c'est devenir acteur, c'est devenir actrice avec des solutions possibles. Ce qui veut dire qu'il faut que je lâche mes peurs et il faut que je fasse confiance. Donc imaginez déjà pour ceux qui ont la blessure de trahison, faire confiance. Wow. Alors ça nous ramène à un autre thème. Tant que je ne lâche pas prise, quand je m'énerve sur une situation, tant que je ne l'accepte pas, elle s'empirera. C'est une loi d'attraction, c'est une loi de l'univers. Je vais vous parler justement par rapport au lâcher-prise. La dernière fois que je suis venue dans votre association au mois de juin, j'ai 7 heures de trajet. Et le lendemain matin, je prenais mes consultations à 9h30. Donc de toute façon, le lendemain matin, il fallait que je sois chez moi. Accident de personne dans le train. Minimum 1 heure à 1h30 de retard. J'avais 30 minutes pour pouvoir faire ma correspondance à Rennes. Voilà. Alors vous imaginez déjà dans le train ce qui se passe, hein, parce que qu'est-ce que la SNCF est aimée en France? C'est magnifique. On est tous en gratitude pour la SNCF, c'est absolument merveilleux. Donc tout le monde qui râle, tout le monde qui peste, moi mes rendez-vous. Et je me suis dit, bon, bah, tu as des clés, tu as des outils que tu dis en conférence, et ben, tu vas les appliquer. Mais pas là.
dans le cœur, de dire bon bah j'accepte. J'ai dit j'attends 3 heures et puis j'annulerai mes rendez-vous du lendemain, quoi. Le fait d'avoir accepté, il y a eu un autre train à Rennes qui a été affrété. Donc ils ont dispatché les voyageurs en deux. Ceux qui devaient aller sur Paris, etc., ont pris tel train. Et nous, ils nous ont affrété un autre train, en fin de compte, pour Lyon-Pardieu. Je suis arrivée avec 1h30 d'avance. Puisqu'en fait, il y a eu moins de trajets, quoi. Donc, vous voyez que si, par exemple, j'aurais pesté, puis c'est toujours pareil, puis la SNCF, ça va pas, et puis etc., et puis de toute façon, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça va pas, et puis nanana, et ben de toute façon, la situation telle qu'elle a été, elle va automatiquement s'empirer. Tant que je ne lâche pas, tant que je n'accepte pas, ça empirera. Et du moment que je lâche prise, hein, ça va être mieux. Je donne encore un exemple parce que c'est vraiment le lâcher prise, on ne se rend pas compte qu'elle est liée complètement à la loi d'attraction, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que c'est une clé magique où on a l'opportunité au quotidien de complètement changer notre vie, quoi. Ma fille qui a fait une chute de cheval, elle devait se faire opérer en fait, hein, elle devait avoir une plaque, et l'hôpital qui était juste à côté de chez nous a très mauvaise réputation, hein, et d'autant plus que certaines personnes de ma famille ont eu ils ont dû se faire réopérer tellement ils avaient été mal opérés. Donc déjà, il y avait dans ma famille une chape de plomb par rapport à cet hôpital de proximité. On habite quand même en campagne, donc il faut aussi voir le fait qu'on a de la chance d'avoir un petit hôpital de proximité, mais chez nous, c'est pire que l'abattoir quand les gens en parlent, quoi. Et on était en déplacement ce jour-là avec mon mari. Mes parents ont été appelés pour aller la récupérer. On nous explique qu'elle est à l'hôpital et ils ont besoin de notre autorisation pour l'opérer. Donc nous, on était à 2 heures de route et on est rentré immédiatement. Et quand j'ai appelé mon frère, mon père, etc., ça a été... Alors déjà, vous imaginez, vous n'êtes pas présente, votre fille qui ne va pas bien. C'est un poignet cassé. Je sais bien que ce n'est pas une opération à cœur ouvert, il n'y a pas de tumeur, etc. Mais en tant que maman, vous imaginez quand même comme ça peut cogiter, quoi. Et quand j'ai mon père au téléphone, mais tu te rends compte, elle est à tel hôpital, mais c'est des vrais bouchers, alors là c'est le pompon, puis vous étiez pas là, et donc je me suis sentie très rassurée avec ce style de discours. J'appelle ensuite mon frère pour le mettre au courant, alors là il en a encore rajouté une couche. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans la voiture en me disant qu'est-ce que je fais. Dire là c'est pareil, est-ce que j'ai d'autres solutions? Elle est déjà en salle de prépa, il l'avait lavée à la bétadine, etc. Il ne nous attendait plus que pour l'opération. Et je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Je veux dire. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remercier l'univers pour avoir un hôpital de proximité. J'ai remercié pour la prise en charge totale de ma fille avec des gens compétents, avec des gens bienveillants. J'ai remercié pour que l'opération se passe à merveille. J'ai remercié pour que, de toute façon, il y ait vraiment que cela se passe au-delà de nos espérances. Et je n'ai pas arrêté de répéter ça en boucle. L'opération s'est bien passée. Les infirmières qui étaient là-bas, en fait, étaient des cavalières et ont expliqué à ma fille comment il fallait tomber, parce qu'en tant que cavalière, c'est la première chose à apprendre. Elles ont été absolument adorables avec elle. Je veux dire, ça a été vraiment merveilleux. Même Clara est allée les embrasser avant de partir. Donc, vous voyez qu'il y avait un scénario de départ, on pourrait dire, qui était mal engagé. Pas dramatique, parce qu'il y a quand même pire que notre situation. Et que vous voyez simplement derrière, déjà, de donner une direction. De donner, en tout cas, je dirais, une impulsion positive. C'est forcément ce qu'on va s'attirer après, quoi. Donc, vous voyez à quel point on va avoir un pouvoir créateur et que ce lâcher prise, je tenais à prendre vraiment, ça me tenait à cœur de prendre du temps sur ce thème-là, parce que c'est vrai que ça va quand même assez loin, et c'est quelque chose dont on ne nous parle pas, quoi. Parce que tant que je n'accepte pas quelque chose, je vais le cristalliser. Hein, et que dans l'acceptation aussi, ça va aller très très loin par rapport à nos histoires de naissance, les drames qu'on aura pu vivre. Quand je n'accepte pas une situation, tant que je n'accepte pas une personne, je ne peux rien pardonner. On parle souvent du pardon, mais en fait, le non-pardon, c'est que je n'accepte pas ce qui est. Hein, c'est vraiment en lien. Et que le pardon, il est en lien avec le 3e chakra, hein, c'est vraiment le chakra du plexus solaire, mais qui est en lien avec les religions. Alors que l'acceptation, en fait, c'est en lien avec le chakra cœur.
Hein, et il faut que ça puisse d'abord passer par le cœur pour pouvoir pardonner. C'est vraiment, je dirais, essentiel, quoi. Donc c'est vrai que ces habitudes de vie, ces répétitions de vie, c'est vraiment s'ouvrir à, comment dire, qu'est-ce que je vais pouvoir justement comprendre vis-à-vis de tout ça. Et qu'après, il va y avoir aussi les blessures qui vont venir se greffer. Donc il va y avoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et qu'après, derrière, bah, c'est vrai que, alors il y a la blessure de rejet qui va être en lien avec la blessure d'injustice, mais souvent les personnes qui ont la blessure de rejet, c'est des personnes, en tout cas dans le début de leur vie, qui ont été souvent très très minces. Mais je dirais que aussi celles qui ont la blessure d'injustice sont très minces, mais on va voir que c'est pas du tout pareil. Je veux dire, le rejet, ben, moi je comprends pas ce que je fous sur cette planète, quoi. Je suis un peu larguée. L'appartenance au groupe, pour moi, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, je vais en fait ressentir de l'exclusion. Je peux me sentir dans ma famille comme un chien dans un jeu de quilles. Je peux avoir été, même si c'est en lien avec la blessure d'abandon, mais je peux avoir été aussi adoptée, hein, ça peut, mais il y a quand même une histoire de rejet, même si l'abandon est en fait aussi présent. Je vais être pas totalement présente non plus. Hein. Je vais être plutôt lunaire, un peu dans la lune. Je vais oublier plein de choses. Je vais souvent me cogner. Je vais souvent chuter. C'est des personnes aussi qui ont beaucoup de plâtre quand ils sont petits, ou des foulures, ou des entorses, ou voilà. Et ça a été aussi souvent, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein, je ne sais pas si on a entendu ces phrases, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Difficulté de concentration en classe, etc. Enfin, à l'école, on est souvent d'ailleurs plus artiste. Je dirais qu'on a besoin de beauté. Ces gens-là sont très sensibles à la beauté, sont sensibles à des couleurs, sont sensibles à l'art, sont sensibles à la musique. Ils ont un côté extrêmement artistique. D'ailleurs, tous les artistes, hein, de toute façon, les danseurs, etc., sont des personnes avec la blessure de rejet, qui ont besoin de remettre du beau dans leur vie. Ils vont avoir une sensibilité, je dirais, qui sera exacerbée par rapport aux autres. Mais souvent, ce qui se passe, c'est quand ils vont avoir une blessure, ils vont être dans la fuite. Hein, ils vont être dans la fuite en avant. Je préfère partir, je préfère fuir que d'affronter vraiment ce qui se passe, parce que d'être sur Terre, je comprends pas trop ce que j'y fais, quoi. Il y en a qui se retrouvent, souvent, ouais, il y en a qui se... Ouais. C'est des peurs aussi, hein, je veux dire, c'est la peur de s'impliquer, c'est la peur d'y aller. C'est vraiment en fait comprendre que bah, on a notre place ici. Hein, c'est vraiment que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne nous demande pas d'être parfait, hein, qu'on a le droit à l'erreur en fait. Hein, c'est que on nous demande juste de faire de notre mieux. Et c'est ça qu'on devrait nous dire d'ailleurs depuis tout petit. C'est qu'on est tous dignes d'amour et qu'on peut se faire confiance, on peut faire confiance aux autres et qu'après bah, je fais de mon mieux et que si je me trompe, eh ben, je vais recommencer. Parce que c'est quand même extraordinaire. Hein. On vient sur Terre pour évoluer, pour dépasser ce qu'on a à dépasser. Et quand on s'incarne, on accepte zéro erreur. Et qu'on est en train de prier tous les soirs pourvu qu'il ne nous arrive rien. Donc vous allez imaginer que vous venez sur Terre pour évoluer et que vous dites tous les soirs pourvu que je n'évolue pas. Et pourvu que je n'évolue pas. Donc je vais peut-être revenir 26 000 fois pour la même histoire, quoi. Parce qu'il va falloir que je le dépasse. Ça revient à ça. Donc il faut prendre les épreuves dans le sens examen et que je suis en capacité de les résoudre, peut-être pas en une fois, peut-être en 10 fois, mais peu importe, mais du moment que j'y arrive. Donc pourvu que je sois en capacité de résoudre tout ce que j'ai à résoudre et de comprendre ce que j'ai à comprendre, oui. Mais pourvu qu'il ne m'arrive rien, qu'à mes proches il ne leur arrive rien. C'est antinomique, ça va pas. C'est pas juste, vous comprenez? Donc c'est vraiment ça et que derrière, de toute façon, vous avez tous vécu, je veux dire là, des expériences négatives, mais vous en avez tous tiré des leçons. Mais qu'après, il ne faut pas cristalliser au niveau du négatif, quoi. Hein? Oh punaise, la dernière fois que je me suis fait larguer, elle était avec les yeux verts et les cheveux blonds, et là je tombe amoureux, elle est blonde aux yeux verts. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi, hein? C'est bien de film dans ce moment-là. Donc c'est ça, vous voyez, derrière, c'est oh non, je retombe encore sur un patron le même que l'autre, quoi, c'est pas possible. Donc c'est ça aussi, ça veut dire que si je fais des suppositions que ça va se passer comme l'autre, c'est aussi ce que je vais m'attirer. Donc ça va être aussi à moi de changer de regard, je dirais. Peut-être que justement j'ai encore une proposition parce que cette fois je pourrais sûrement y arriver.
Hein. Donc c'est aussi des choses, on ne se rend pas compte de ce qu'on met en place en mouvement au niveau de nos pensées, quoi. J'ai été trompée 2 fois. L'autre, il ressemble exactement aux deux premiers. Et de toute façon, je suis sûre qu'il va me tromper. Et quand ça se déroule et qu'on le découvre, on a le culot de dire j'en étais sûre. On l'a programmé. On l'a programmé. C'est ça. Donc c'est après, c'est de se dire, même si j'ai peur, même si je doute, même si ce que vous voudrez, cette fois-ci, cette personne, si ça fait partie justement des choses importantes pour vous, mais fidèle. Si vous avez été abandonné, la personne est partie, rien à voir avec une tromperie, elle vous a laissé tomber. Cette personne me reste. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que où va votre pensée, va l'énergie. Alors vous avez bien compris qu'en négatif, ça marche à merveille. Mais ça veut dire que si ça marche en négatif, ça marche en positif. Vous voyez? Et que c'est ça, c'est pour ça que c'est complexe, parce qu'il faut désapprendre depuis des générations ce qu'on m'a mis sur le dos là, mais que là maintenant il va falloir en plus que je réapprenne justement dans un autre domaine. Et ça fonctionne aussi. C'est ça qui est formidable, c'est que ça fonctionne aussi. Il y a d'ailleurs 2 livres, dont un celui que tu as emmené tout à l'heure, le Ho'oponopono, vous pouvez vous en servir, et puis la magie de Rhonda Byrne, vraiment que je vous incite à lire et à pratiquer, parce que c'est vraiment les principes de remerciement et de gratitude. Moi, ça fait 3 ans que je le pratique et c'est absolument merveilleux. Donc, Rhonda, c'est R-H-O-N-D-A. Et Byrne, c'est B-Y-R-N-E. Pardon aux profs d'anglais et aux anglais, je prononcerai très mal. Oui, c'est de la série de secrets, la magie. Il y a 5 en fait, 4 ou 3. Voilà, ouais, c'est ça. Ah d'accord. C'est ça. Donc c'est vraiment, ça vous aide, ça vous donne des supports, vraiment, et la magie, c'est vraiment à pratiquer. C'est pas quand j'ai fini le livre, je le remets bien dans l'étagère et je l'oublie. Non. Je veux dire, c'est des exercices au quotidien. Je veux dire, et je vous assure, quand on me dit oh mais non, j'ai pas le temps, c'est trop long, on trouve toujours du temps pour pleurer et se plaindre des heures au téléphone avec la copine. Et là, on a tous beau courir, on trouve le temps, quoi. On peut aussi trouver le temps pour le positif. Je vous assure que ça change la vie derrière. Si on passe maintenant à la blessure d'abandon, alors c'est vrai que le type de personnalité, on sera plutôt en type de personnalité orale. On peut fumer, la nourriture, se ronger les ongles, l'alcool, tout ce qui va passer par la bouche, quoi. En fait, on va combler un vide. Hein? Il y a beaucoup de choses aussi qui vont passer. Alors, c'est vrai que l'alcool, j'en parle aussi souvent parce que c'est pareil, hein, toutes les addictions. Je vous assure que celles qui sont addictes, le regard négatif des autres et leurs reproches ne changeront rien. Elles ont déjà besoin qu'on les comprenne. Et qu'un regard négatif chargé de reproches, de toute manière, c'est déjà difficile. Alors, je me mets à la place de celles qui vivent au quotidien, hein, de personnes alcooliques, de personnes anorexiques, de personnes boulimiques. Là encore, évidemment que ces personnes qui vivent à leur côté font de leur mieux. On est là pour juger personne, quoi. Hein. Mais il faut comprendre, en tout cas, bon, c'est vrai que pour l'alcool, alcool doux, vin, bière, etc., c'est vraiment une problématique qui est liée à la mer. Les alcools forts, hein, whisky, comment dire, vodka, enfin tout ce que vous voudrez, là ce sera des problématiques liées au père. Et que de toute façon, pour que la personne puisse s'en sortir, c'est pas simplement qu'elle aille se faire désintoxiquer quoi, dans des centres. Si elle ne règle pas sa problématique liée à ses parents, de toute manière, elle ne sortira pas de l'addiction. Comme une personne qui est dans de la boulimie, de l'anorexie, ou sans parler de boulimie, qui mange énormément pour combler un vide, tant qu'elle ne réglera pas sa blessure d'abandon, elle aura beau faire 100 000 régimes, tous les régimes qui existent sur la Terre, elle ne réglera pas son problème. Et qu'en premier, c'est pour ça qu'il faut comprendre que nos thématiques de naissance, elles seront complètement liées. Pareil pour la cigarette, pareil, même si parfois on arrive, je veux dire, à arrêter de fumer, etc. Pour autant, souvent on transfère sur d'autres choses. Hein. Je veux dire, ça peut être ensuite les bonbons, ça peut être se ronger les ongles, enfin voilà, il y a what mille. De toute façon, tant qu'on ne va pas régler à la source, hein, ce qui nous arrive quelque part, on peut pas totalement le régler ou on transfère. Hein. Donc ces personnes aussi, ce qu'elles ont à comprendre pour la blessure d'abandon, c'est que il faut qu'elles apprennent à se combler elles-mêmes.
puisqu'elles vont aspirer la vie. Elles vont demander toujours plus. Je sais pas moi, si on parlait de l'hôtel tout à l'heure, et ben l'hôtel de toute façon il était pas assez bien parce que j'aurais pu quand même avoir ci, et puis la porte elle s'est pas ouverte tout de suite, et puis j'étais chargée, puis il n'y a pas eu l'ascenseur, il y avait que des escaliers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours, elle sera toujours avide de plus, de mieux. Je dirais qu'il y a aussi parfois une certaine insatisfaction, et puis je dirais associée aussi souvent à une colère. Je dirais qu'il y a une insatisfaction qui est permanente, quoi. Et puis, elle en demande toujours plus aux autres. Hein. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui va... chez les personnes âgées aussi, parfois, c'est très compliqué. Hein, celles qui deviennent dépendantes, qui ont moins de motricité. Imaginez le fils, la fille qui va venir déjà la voir 2 fois par semaine, alors que c'est contraignant. Ah bah, t'es pas venu me voir hier. Hein, voyez, hop, là, on va... C'est comme si malgré ce que va faire l'enfant entre guillemets, hein, parce que souvent ils sont déjà plus que grands, mais vous voyez que c'est jamais assez, quoi. De toute façon, ça va jamais assez bien, ce qui peut aller quand même aussi au niveau de ces personnes très âgées. On peut parler de maltraitance vis-à-vis des proches. Hein. Je veux dire, il faut quand même en avoir conscience et qui vont jouer le jeu de la culpabilité. Hein. Tu m'as encore laissé tout seul. Oh bah je t'avais demandé ça, tu l'as encore oublié. Oh bah de toute façon dès qu'il s'agit de moi, ça de toute façon j'en étais sûre, etc., etc. Je veux dire, il faut aussi regarder ça, que ces personnes peuvent aller aussi sur de la maltraitance. Et que ce sera à nous de ne pas nous laisser bouffer, hein, je dirais à ce moment-là, parce que souvent on se dit sous prétexte qu'elles sont âgées, il faut tout leur passer, quoi. Non. Hein, je veux dire, essayer d'être le plus lucide possible. Mais en tout cas, ces personnes qui auront la blessure justement d'abandon devront comprendre que c'est à elles de se combler. Et là, c'est valable pour toute personne. C'est jamais l'autre qui vous rendra heureux. Jamais. Ni vos parents, ni votre fratrie, ni votre compagne, compagnon, mari, femme, ni vos enfants, ni vos amis, ni vos voisins, ni ce que vous voudrez. Personne ne vous rendra heureux puisque c'est vous qui en avez la responsabilité pour vous. Et qu'après, ce qui est plus... on va dire compliqué pour nous terriens par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que l'autre ne nous appartient pas. Et que pour nous, c'est mon mari, c'est mon compagnon, c'est ma femme, c'est mes enfants. C'est surtout des âmes qu'on choisit de s'incarner chez vous, mais que, de toute façon, on comprend bien, hein, je veux dire, ceux qui sont parents, qui sont déjà partis de chez eux, c'est pas nous. Hein. Je veux dire, ils ne nous appartiennent pas, quoi. Ils font leur vie et que c'est vraiment comprendre tout ce mécanisme en fait, parce que si on souffre, c'est vraiment par rapport à cet attachement-là. Et qu'il y a aussi par rapport à la Terre, telle que la Terre est faite, elle est en constante évolution de tout. Et que nous, ce qu'on veut quand on est bien, c'est que ça ne change jamais. Et puis quand mes parents vont décéder, bah, c'était le mieux avant, quoi. Je ne peux pas accepter que mes parents décèdent, je ne peux pas accepter que mes êtres chers décèdent, mes animaux de compagnie, etc. Je ne veux pas accepter que mes enfants grandissent. Je ne veux pas accepter que je vieillis, que mon compagnon de vie vieillit. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le refus de l'évolution, alors que sur Terre, tout est fait pour évoluer en permanence. Et que déjà, on est en lutte contre ce qui est. Vous voyez déjà, non plus que ça, là-dessus, ça ne va pas, quoi. Tout est en perpétuel mouvement et qui est parfait pour notre évolution. Donc vouloir s'attacher à ce que ça reste comme avant, c'est impossible. Et beaucoup, du coup, vont vivre dans le passé et s'accrocher au passé. Donc là, eux, c'est comme s'ils avaient signé pour être malheureux jusqu'à leur départ de l'autre côté. Hein, vous voyez, c'est ça, c'est accepter le nouveau, accepter ce perpétuel changement. Et pour ceux qui ont la blessure d'abandon, c'est laisser partir ceux qui le doivent et accueillir les nouvelles personnes. Parce que la vie, c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est que, justement, elle va toujours vous apporter de nouvelles personnes et de nouveaux bonheurs. Évidemment que ce ne sera pas les personnes que vous auriez voulu. Mais si vous accueillez, si vous acceptez ça, ça veut dire qu'il y a tellement de bonheur possible. Il y a plein de propositions de l'univers pour vous faire toujours vivre des bonheurs possibles. À partir du moment où vous en faites la demande. Vous voyez à quel point on peut être créateur de nos vies. Donc c'est vraiment tout un spectre hein, qui en fait nous est proposé, quoi. Donc pour les personnes qui ont les blessures d'abandon, ce sera vraiment de se combler elles-mêmes. Hein, et c'est-à-dire que
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'apprends à m'aimer, si j'apprends à me faire confiance, si j'accueille le nouveau, si je commence à lâcher prise, ça veut dire que j'ai déjà tous ces outils-là pour être heureux, quoi. Et ça veut dire que je peux être heureux en permanence. Et ça veut dire que si c'est moi qui l'offre, il me l'offre, c'est que je suis sûre de l'avoir. Que si je l'attends de l'autre et qu'il n'est pas prêt à me l'offrir, je ne l'aurai jamais. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Vous voyez, ça va quand même assez loin, quoi. La blessure d'humiliation, c'est vrai que ça, c'est une blessure qu'on a... C'est la plus difficile, je dirais, à détecter. Alors, je dirais qu'avec avec ces 10 ans de thérapie, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en tout cas, ceux qui sont pas nés, ceux qui ne sont pas des enfants désirés ou pas nés dans le sexe désiré, ont la blessure d'humiliation, puisque ça les a déjà humiliés d'être dans ce scénario-là. C'est pas simple d'accepter. Maman a essayé de me faire passer, a voulu avorter, etc. L'impression d'être un imposteur, déjà. Ça, c'est complexe. C'est quand même humiliant, quoi. Et que toutes ces personnes-là ont vraiment à comprendre que si elles ont réussi à naître, si elles sont là pour être une joie et non une complication. Et ça peut bouleverser une vie de comprendre ça. Je suis sur Terre pour être une joie et non une complication. Donc après, derrière, c'est qu'aussi les moqueries à l'école, trop grand, trop petit, t'as vu tes oreilles, t'as vu ton poids, t'es maigre, on dirait un filet de vinaigre, etc. etc. Pardon. Donc en fait, c'est tout ce que je vais vivre là, et puis ça peut être aussi, je vois mes aînés, déjà dans les grands-parents qui battent le grand-père, la grand-mère. Alors on parle souvent des hommes qui battent leurs femmes, mais malheureusement, il y a aussi des femmes qui battent les hommes. On en parle moins, mais c'est bien présent. Je veux dire, la maltraitance, malheureusement, elle est dans les deux côtés, quoi. Et ça peut être aussi, si moi je vis ça peut être aussi, je suis pas battue, mais je vais avoir une humiliation verbale. Je suis systématiquement rabaissée. T'es rien, t'es qu'une merde, etc. Et j'en passe. Enfin, je veux dire, des horreurs que l'on peut entendre. Ça veut dire aussi que l'être, c'est ça qui sera très compliqué, parce qu'on va vivre dans des extrêmes et que je vais devoir justement me réhabiliter dans ce que j'incarne et dans le respect que l'on me doit, quoi. Alors c'est vrai que les personnes qui ont la blessure d'humiliation, elles ont vraiment des difficultés à dire non. Elles n'acceptent pas l'erreur chez elles. Elles offrent tout aux autres et ne se donnent rien et n'acceptent rien de l'autre. Et c'est souvent des personnes qu'on va avoir en burn-out à 40 ans parce qu'elles ont tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tout donné et qu'elles n'en peuvent plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je donne, mais là, je ne peux plus. C'est trop, quoi. C'est trop pour moi. Et ce sera aussi le masochiste, en fait. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, de manière inconsciente, je mérite pas le bonheur. Donc quand on maltraite quelque part, pour moi c'est oui, c'est pas grave, mais t'inquiète pas, je vais même minimiser. Je vais être dans le déni du non-respect qu'on me donne, quoi. En fait, je vais tout accepter. On me traite comme une serpillière, je dis rien. Je continue comme si en fait de rien n'était, quoi. Mais ça veut dire que inconsciemment c'est le saboteur, c'est-à-dire que je ne mérite pas le bonheur. Donc de toute façon, je vais faire en sorte de tout perdre dans ma vie. Que ce soit au niveau de mes biens, que ce soit au niveau de l'amour, je sais pas, ça peut être, j'ai la blessure d'humiliation, vous imaginez un sportif, pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Et imaginez quelqu'un qui fait une course et que juste avant la ligne, il était le premier ou elle était la première, va s'entremêler les pieds et va tomber à ça de la ligne et elle voit les personnes passer devant. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Vu que je ne mérite pas, elle va se sabrer jusqu'au bout. D'où justement l'importance de détecter ce type de blessure. Parce que ça peut être très sournois. Je peux très bien gagner ma vie, j'ai fait une carrière, mais malgré tout j'ai la blessure d'humiliation. Si on rajoute en culpabilité d'avoir reçu plus que les autres, parce que j'étais très bonne à l'école, mais par contre mon frère, ma soeur non, et j'ai entendu toute mon enfance, et pourquoi t'as pas fait comme ta soeur, elle comprend tout, elle a des bonnes notes, etc. Et je peux très bien avoir fait carrière, mais que je vais me payer un super voyage et puis je vais me faire une rage dedans. Ou alors les vols, ils vont être supprimés. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais toujours saboter à un moment donné. Donc ça peut aller très très loin, quoi. Et donc cette personne doit justement s'offrir le respect qu'elle se doit. La blessure d'humiliation aussi, c'est d'arrêter, je vais aller loin dans mes propos, de s'insulter dans sa tête.
Parce que souvent, elle a des insultes de l'extérieur, mais elle est encore pire avec elle-même. Et que les insultes, ça suffit, quoi. Je suis pas capable. J'ai pas été fichue de... Mais quelle gourde, quelle conne, quelle idiote, et j'en passe. Quel idiot, je suis bon à rien, et j'en rajoute, et j'en rajoute, et j'en rajoute. Et ça, c'est pas possible, quoi. Je veux dire... Hein, c'est vraiment arriver justement à ça, à être dans sa tête son meilleur, sa meilleure amie. Et que si vous faites que vous critiquez tout le temps, mais comment pouvez-vous être heureux? Ça marche pas derrière. Hein. Il y a quand même tout un système aussi à revoir. Et que vous n'êtes pas, je dirais que dans toutes les humiliations qu'on vous a fait vivre, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit, quoi. C'est vraiment vous réhabiliter. Vous êtes des êtres célestes, des êtres lumineux qui font une expérience terrestre. Et dans ce que je vous dis là, c'est hors religion. Donc quelque part, on fait tous partie de la source. Il y en a qui vont dire Dieu, il y en a qui vont dire l'univers. Mettez ce que vous voulez comme mot, ça n'a pas d'importance. Mais on vient de la source, on retourne à la source. Et que de toute façon, vous ne pouvez pas insulter cette source. Vous ne pouvez pas mépriser cette source. En étant justement en non-amour pour vous-même, c'est une injure à cette source. Mais qu'après, en étant en amour pour soi, c'est rester aussi dans l'humilité. Vous voyez, il y a tout un équilibre, hein, je dirais, à trouver. Alors pour la blessure de trahison, bah là, c'est complexe aussi, hein, je dirais. C'est que, de toute façon, si je fais confiance aux autres, je finis par être trahi. Et qu'est-ce qu'on nous demande dans la blessure de trahison? À faire confiance aux autres. Oui, mais moi, j'ai la preuve que quand je fais confiance, il m'arrive ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que je vais descendre à un certain taux vibratoire. Ce taux vibratoire va aussi donner l'information à mes auras, qui va vibrer aussi ces auras à une certaine vibration. Donc, je vais être attirée par des personnes qui ne seront pas dignes de confiance. Et que là, c'est quand même un sacré saut dans le vide. Hein. Ça veut dire que si je lâche, ok, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, mais pour autant, il y en a qui le sont. Donc si déjà je commence à changer mon regard et j'accepte d'expérimenter de nouveau, je vais augmenter ma vibration. Qui fait que il me reste encore des choses. Donc peut-être je vais encore attirer des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, mais je vais quand même attirer des personnes qui sont dignes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout détricoter, retricoter, hein, derrière. Et on va finir par la blessure d'injustice, quoi. Alors là, c'est vrai que la blessure d'injustice, alors, c'est des personnes aussi qui sont très minces, on va dire, en tout cas dans les premières années de leur vie. La différence, c'est que la blessure de rejet, la personne sera plutôt voûtée. Elle aura souvent du mal à prendre la parole, quoi. Plutôt mourir que de parler en groupe. Alors que la blessure d'injustice, vous voyez, c'est les personnes qui... Souvent, vous avez entendu l'expression « raide comme la justice ». Hein, des personnes sèches, alors prendre la parole, c'est pas du tout un problème. Hein. Par contre, alors je vous dis pas comme ça claque, hein, entre guillemets, elles sont très cassantes, elles peuvent être très blessantes. Alors il faut comprendre aussi que chez ces personnes-là, c'est complexe parce qu'elles sont extrêmement dures au niveau social de l'extérieur, mais elles sont encore plus dures vis-à-vis d'elles-mêmes. Hein, souvent on se dit mais elles sont hautaines, elles sont pas possible, quoi. À les entendre, elles massacreraient tout le monde, quoi. Mais pour autant elles sont encore plus dures avec elles-mêmes et qu'elles ont une très haute exigence, elles mettent la barre toujours très très haut. C'est des bonnes personnes aussi qui sont friandes du burn-out parce que c'est jamais assez, parce que c'est jamais assez bien, parce que c'est jamais assez parfait, et elles vont juste voir à la loupe exactement s'il y a 90% de choses qui vont bien, elles ne porteront le regard que sur les 10% qui ne vont pas. Et pour elles, c'est inadmissible. Hein. Beaucoup de ces personnes aussi sont en tête, sont des leaders, hein, chefs de service, entrepreneurs. Ça va être responsable de beaucoup de personnes. Je veux dire, c'est des meneurs, des meneuses, hein, je dirais. Et c'est vrai que souvent, on les voit plutôt glaciales, plutôt... Alors c'est vrai que pour le coup, c'est des gens sur qui on peut compter. Puisqu'on leur demande de faire tel travail, je vous assure qu'elles vont en faire encore plus que ce qu'on leur avait demandé au départ. Il n'y a pas de souplesse, hein, je veux dire, c'est ce qu'elles doivent apprendre. C'est vraiment la souplesse, la tolérance, et puis accepter l'erreur
chez elle-même et chez l'autre, quoi. Je veux dire qu'on fait encore une fois tous de notre mieux. Donc, c'est des personnes plutôt froides, plutôt rigides. Pour autant, c'est vrai que on peut vraiment compter sur elles. C'est vraiment des personnes qui sont à poste à responsabilité souvent, quoi. Je veux dire, donc c'est tout ça, je dirais, c'est accepter l'erreur, accepter la souplesse, accepter. On a toujours par rapport à nos blessures des choses à comprendre, des choses à dépasser, mais que si on s'est incarné dans cette vie-là, c'est qu'on est en capacité de les dépasser. Et qu'en tout cas, il y a une seule chose qui doit être moteur dans notre vie, ben c'est l'amour. Et déjà en premier, l'amour que l'on se doit, quoi. Quand je me reproche quelque chose, posez-vous la question. Quelle était mon intention première? C'est rare quand même. Je dis pas qu'on... Souvent j'entends, mais on vit pas dans un monde de bisounours. Mais vraiment, hein, les personnes foncièrement méchantes, mais vraiment méchantes qui veulent du mal, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, ça reste une toute petite minorité, et heureusement. Mais souvent, si on se pose la question, quelle était mon intention première? Souvent, c'était de bien faire. Puis ça a dérapé, ok, ça a dérapé. Donc on va voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer quand c'est possible. Mais je veux dire, c'est vraiment d'avoir quand même de l'amour et de la compassion pour nous-mêmes, quoi. Parce que si vous êtes sur Terre, il faut savoir que chaque être humain a de la valeur et sans avoir rien à prouver. À nu, à la première seconde où vous êtes né, vous avez de la valeur sans avoir rien à prouver. Et que vous êtes digne d'amour. C'est ça qui est important. C'est vraiment l'amour, quoi. On est tous dignes. Il n'y a aucune personne au-dessus, aucune personne en dessous. Peu importe mon niveau social, ma couleur de peau, le pays où je suis née, on s'en fout, quoi. Je veux dire, quand vous repartirez de l'autre côté, c'est pas les diplômes que vous allez ramener, c'est pas votre maison, c'est pas votre super bagnole et vos DVD, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste voir qu'est-ce que moi j'ai nourri à l'intérieur de moi-même. Votre richesse, elle est là, je dirais. Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres aussi? Par rapport aux miens, qu'est-ce que j'ai pu témoigner, qu'est-ce que j'ai pu donner? Donc, et aussi, souvent, faut savoir que les 5 regrets qu'on a avant de mourir, hein, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, c'est de ne pas avoir dit je t'aime en fait à mes proches. Juste un mot, souvent. Hein. On se dit mais non, mais ils comprennent par un regard, c'est faux. Combien de fois on a des adultes qui deviennent des petites filles, des petits garçons et qui disent papa est parti, il m'a jamais dit je t'aime, quoi. Avec une personne qui s'écroule en sanglots, vous ne pouvez pas imaginer les ravages que ça fait de jamais l'avoir dit. Quand un enfant l'a toujours attendu de ses parents. J'ai jamais entendu que mon père ou ma mère était fiers de moi. Ils ont toujours mis l'accent sur ce que j'avais pas assez, ce que j'avais trop, tous mes défauts, mais j'ai jamais eu une parole bienveillante de la part de mes parents. Ça aussi, ça fait des dégâts. Vous voyez, donc déjà vous dire que... Moins maintenant, je pense. Les gens sont quand même plus ouverts que... Ouais, mais c'est encore là, il y en a pour qui c'est difficile, la parole bienveillante, hein, si c'est pas mon langage d'amour. Il y en a qui le disent, je sais que je dois le dire, j'y arrive pas. Alors je prends dans les bras, ou il y en a qui vont dire, je fais plein de petits plats, ça veut dire je t'aime. Oui, mais c'est pas le mot je t'aime. Oui, mais là je leur rends plein de services tout le temps, je suis toujours là pour eux. C'est pas pareil. Et il y en a encore plein qui osent pas le dire. Hein, donc c'est ça. Et puis après, c'est aussi de ne pas avoir aussi contacté mes amis, de ne pas avoir repris des relations. Quoi. J'ai pas pris le temps. Hein, ça aussi, ça fait partie des regrets. Les regrets aussi, et ça, c'est celui qui ressort le plus, en tout cas. Je n'ai pas osé être plus heureux. Ça fait réfléchir. Parce que se brouiller la tête de problèmes, de toute façon, ça ne changera rien. Voyez, donc vraiment, le bonheur est un choix. Hein, le bonheur est un choix et que c'est à nous, justement, de prendre cette direction-là. Je veux dire, c'est vraiment se remettre toutes les cartes en main et puis essayer, ne serait-ce qu'une phrase. Hein. Même si j'ai peur, même si je doute, même si par rapport à une situation, tout se résolve au-delà de mes espérances. C'est une phrase, ça vous coûte quoi? Rien. Je veux dire, c'est ça, essayez, tentez. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez, c'est ce qu'elle explique Rhonda Byrne dans La Magie, vous avez un génie qui s'appelle l'univers,
qui attend que vous lui demandiez vos attentes. Et il est là pour les exécuter, quoi. Et nous, on leur dit juste, j'y crois pas. Tous les jours, ben, j'y crois pas. Donc, et j'essaye même pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même dommage. Je veux dire, ils sont pas l'univers est là pour nous. Quoi. Donc, ce sera ça. C'est vraiment extraordinaire. Il y a tout un champ de possibles. D'ailleurs, je terminerai par cette phrase essénienne qui, en tout cas, pour moi, a changé complètement ma vie, qui est l'impossible est une absurdité. Seul le beau fait partie intégrante de mon essence. Je vous remercie.